Gabon, il est 13h. Le journal. Madame, Messieurs, bonjour. 13h dans les studios de Radio Gabon, les titres de votre journal. Plusieurs villages et districts de la province de l'Ogooué maritime seront bientôt pourvus en eau potable. Le gouvernement, avec l'appui financier de la Banque mondiale, a procédé au lancement hier des travaux de réhabilitation des forages dans le département de Mbendje. Lutte contre la Covid-19 au Gabon, le ministre de la Santé visite depuis hier la Libreville, les sites qui doivent servir de centre de vaccination contre cette pandémie. Et enfin, les victimes de l'incendie du 13 mars dernier au quartier Nombakele dans le 3e arrondissement de Libreville demandent de l'aide du gouvernement. Voilà pour le sommaire de votre journal. Le développement, c'est juste après ceci. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Chers auditeurs, merci d'avoir choisi Radio Gabon pour vous informer. À la coprésentation de cette édition d'information, je suis avec Elda Nelikumba. Bonjour. Bonjour Vibrien Aseko. En ouverture de cette édition d'information, le ministre de la Santé sur le terrain pour une visite de site de vaccination contre la Covid-19. Le docteur Guy-Patrick Obiandon est allé s'enquérir de l'efficacité de ces sites avant le lancement prochain du programme de vaccination. Le point avec Ahmed Ryan Djengui. Cette tournée du ministre de la Santé au sein des 3 principaux centres hospitaliers universitaires du Grand Libreville a pour objectif de s'enquérir du niveau de préparation des sites de vaccination contre la Covid-19. Docteur Guy-Patrick Obiandong, ministre de la Santé. L'actualité sur la Covid repose aujourd'hui sur la vaccination. Et qui dit vaccination dit centre de vaccination. Donc nous avons fait un tour dans les différentes structures sanitaires pour nous enquérir de l'état des préparatifs à la vaccination. Et nous sommes satisfaits parce que les premières structures qui ont été retenues comme centres de vaccination se sont bien préparées en mettant en place toutes les ressources humaines nécessaires, toute la logistique et l'organisation pour que la vaccination se fasse dans de bonnes conditions. En compagnie des responsables du comité technique de vaccination, le docteur Guy-Patrick Obiandon est allé toucher du doigt les avancées logistiques dans cette structure sanitaire en attendant le lancement officiel du plan national de vaccination. Ce plan national de vaccination vous donnera les différents types de structures qui ont été retenues, le déploiement à l'intérieur du pays, la priorisation des personnes qui seront éligibles à la vaccination et tout le processus qui sera mis en place par le gouvernement pour que la campagne de vaccination soit un succès. Face à cette seconde vague de la pandémie dans le pays, les priorités sont claires. Inverser la courbe évolutive actuelle. Ce programme national de vaccination permettra assurément de protéger la population contre la Covid-19. Et c'est parce que la lutte contre la Covid-19 est un problème de santé publique qu'il est nécessaire de mettre en place des politiques de communication visant à sensibiliser le plus grand nombre. Et parmi ces moyens de protection, des bavettes et des gels hydroalcooliques. Pour en parler, nous allons écouter un médecin du travail dans ce reportage de Nick Jocelyn Fouba. Depuis plusieurs mois, le monde du travail est profondément touché par la pandémie de la Covid-19. Outre la menace que cela représente pour la santé publique, les bouleversements économiques et sociaux menacent les moyens de subsistance et le bien-être à long terme de millions d'individus.
Docteur Roy Jacques-Emmanuel Édouard, médecin du travail. Il est demandé aux entreprises d'inciter les travailleurs à porter des masques appropriés, de laver les mains autant que possible avec de l'eau ou alors d'utiliser du gel hydroalcoolique, mais également respecter la distanciation sociale d'au moins 1 mètre, sinon de 2 mètres entre les travailleurs. Alors, en application de ces 3 principes édictés concernant le port de masques, certaines entreprises mettent à disposition des travailleurs les masques nécessaires. Ceci est vrai pour les entreprises qui en ont les moyens. Concernant le lavage des mains et l'utilisation de gel hydroalcoolique, certaines entreprises ont également mis à disposition des travailleurs du gel hydroalcoolique. Encore une fois, cela est possible que pour les entreprises ayant les moyens de mettre à disposition ces gels. La pandémie affecte fortement les marchés du travail, les économies et les entreprises, y compris les chaînes d'approvisionnement mondiales, entraînant des perturbations commerciales généralisées. Pour le médecin du travail, Dr Roy Jacques-Emmanuel Édouard, il faut amplifier la communication interne pour vaincre la Covid-19 au sein des entreprises. Il faut noter également que chaque entreprise doit mettre en place un système de sensibilisation et de communication en interne suffisamment agressif afin de permettre une meilleure prise de conscience des dangers liés à cette pandémie qui fait des ravages dans le monde entier. L'OIT et ses mandants, gouvernements, travailleurs et employés joueront un rôle crucial dans la lutte contre la pandémie en garantissant la sécurité des individus et la durabilité des entreprises et des employés. Avec l'arrivée ou la découverte du vaccin, on ose affirmer que nous sommes sur la bonne voie. Daniel Ikumba, les partis politiques se mêlent aussi à la danse du côté avec le gouvernement pour lutter contre la Covid-19. Cas de l'Union démocratique et républicaine qui vient de procéder à la distribution des tests de protection contre le Covid-19 et à la sensibilisation des populations de Mwanda sur les dangers de cette maladie. Raymond Savou pour les précisions. Après Malibé 1 dans le premier arrondissement de la commune d'Akanda, l'Union démocratique et républicaine vient de procéder à la distribution des bavettes, gel hydroalcoolique et savon aux populations de Mwanda dans le département de la Lebombi-Leyou, province du Haut-Ogoué. Dans sa prise de parole, Victor Misanda, le président de l'UDER, a relayé le message de sensibilisation du gouvernement. C'est à l'initiative des responsables locaux de l'UDER que nous nous sommes retrouvés pour sensibiliser la population sur la nécessité de se protéger contre la pandémie de Covid-19. Leur rappeler que cette maladie était une vérité, qu'elle existait réellement, que nous avons fait un constat à Mwanda qui a un véritable relâchement. Les gens s'enlacent, les gens s'embrassent, les gens font ce qu'ils veulent, ne mettent pas de masque pour se protéger, ne se lavent pas régulièrement les mains, se saluent en main nue. Leur rappeler que cette maladie existe et que nous avons perdu autant de personnes. Pour une population de 2 millions d'habitants, il ne faut pas se laisser emporter, sinon nous allons décimer tout le pays. En appelant les habitants de Mwanda au strict respect des mesures barrières, Victor Misanda s'est prononcé sur l'arrivée récente du vaccin obtenu grâce à l'initiative COVAX. Nous avons donné l'information à la population sur l'arrivée des 100 000 premières doses de vaccin et nous leur avons également demandé d'aller se faire vacciner le moment venu. Et en ce qui me concerne, je suis déjà prêt à recevoir ma première dose. Nous avons également demandé à la population d'observer, même pendant cette vaccination, les mesures barrières. L'Union démocratique et républicaine est une formation politique de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence. Alors que l'on consacre une semaine entière à la courtoisie au volant, les incivilités sur la route entre chauffeurs sont en nette hausse. Daniel Ikumba. Effectivement, Vibrien Seko, les faits sont vécus au quotidien sur la route. Et même s'il est difficile de garder son calme face aux situations stressantes, la courtoisie au volant reste un état d'esprit à adopter pour garantir la sécurité entre automobilistes. Lauriane Meza nous en parle.
S'il existe un point bonus de courtoisie au volant lors du passage du code de la route, c'est pour ancrer dans le comportement routier de certains usagers des notions de respect et de bonne conduite, car sur les routes règnent actuellement des comportements dangereux et d'incivilité. Parmi les incivilités les plus fréquentes, on note différentes formes de violence physique comme verbale. Les conducteurs tentent d'expliquer les raisons. C'est vrai que les insultes ne sont pas respectables, mais il faut revoir les fondamentaux. Ils stationnent brusquement, ils freinent brusquement et souvent ça perturbe la circulation et ça peut mettre en danger l'automobiliste qui vient juste derrière lui. C'est dû au manque de respect en fait, parce qu'il y a beaucoup de chauffeurs, pour eux ils se disent peut-être au volant c'est la finalité. Insultes et gestes déplacés se rencontrent bien trop souvent, perpétuant ainsi le cercle vicieux d'énervement entre automobilistes. L'injure est condamnable par rapport aux automobilistes qui ne respectent pas le code de la route. C'est surtout ça, qui ne respectent pas le code de la route. Lorsque vous partez déjà à auto-école, on vous parle du code de la route. Plusieurs ne le respectent pas en fait. Ils font semblant de le respecter lorsqu'ils sont en examen, mais après qu'ils aient son permis, ils font comme ils font. Pour améliorer le comportement de ces derniers, quelques conseils sont de mise. C'est d'être plus prudent, parce que lorsque tu es un chauffeur, il va falloir être maître de ton véhicule. La courtoisie au volant est un ensemble d'efforts et de respect envers les autres utilisateurs de la route. S'arrêter au niveau des passages piétons, respecter les limitations de vitesse, céder le passage, utiliser son clignotant, prendre garde aux deux roues, ne pas se garer n'importe où et bien évidemment mettre au placard injures et autres noms d'oiseaux que l'on utilise au volant. Toutes ces marques de respect et de politesse aident à réduire de manière indirecte les accidents de la route. Les sinistrés du quartier Nombakele dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville en appellent à l'aide après l'incendie intervenu le samedi 13 mars dernier de leurs habitations. Quoiqu'on n'ait pas enregistré des pertes en vies humaines, des dégâts matériels sont tout de même à relever. Les détails avec Issa Steve Mefan. Les conséquences de cet incendie intervenu dans la matinée du samedi 13 mars dernier aux alentours de 11 h ont laissé de nombreuses familles à la Belle Étoile. Le souvenir est inoubliable pour cette petite fille. Mon oncle on était à l'école, un enfant, il a 4 ans, il dit qu'il va flotter, il a flotté, il a vu. Maintenant il dit qu'il va chauffer le foufou. Maintenant dès qu'il a allumé l'allumette, maintenant elle voit qu'il fait ça, maintenant elle est partie. Elle a pris de l'eau, mais l'autre est venu la aider. Elle a levé le gars d'abord, elle est tombée, elle l'a menée à l'hôpital. Maintenant, sa pompier est venue. Entre plusieurs habitations au cœur du quartier Nombakele, un incendie ayant affecté plusieurs habitations, une vingtaine de familles sinistrées. Elles en appellent à l'aide. Adamou Rokia, une sinistrée. Moi j'ai 2 chambres, je suis venu seulement trouver les cendres dans ma chambre. Ni les habits, ni l'argent, ni les fournitures des enfants, ni les actes de naissance. Ni les sacs de l'école, rien, ni les livres. Moi, je n'ai rien eu. On ne sait pas quoi faire. Un appel à l'aide de toutes les bonnes volontés est lancé par les représentants d'associations de personnes handicapées ayant Mefan Prosper, président de l'association des personnes handicapées, Obono Obian Ghislaine, responsable des femmes de l'association des personnes handicapées, manifestent leur cri du cœur. Je vais demander un peu les responsables du 3e arrondissement vraiment de s'impliquer de la situation en aidant ces familles qui sont aujourd'hui en difficulté. Pourquoi pas ne pas les trouver à la longue, là où ils peuvent encore continuer à dormir. C'est triste. Avec des petits-enfants à la main. J'interpelle les autorités. Le ministère des Affaires sociales n'a qu'à venir voir ce qui s'est passé avec les handicapés qui résident au 3e arrondissement, précisément à Nombakele. Quelqu'un peut piquer une crise et partir. J'interpelle toutes les mosquées de Libreville de venir en aide à nos sœurs qui sont dans la détresse aujourd'hui. D'importants dégâts matériels, 29 chambres et 6 studios ont été consumés par les flammes. Une situation devant attirer l'attention des pouvoirs publics au sujet des constructions anarchiques. Les travaux de l'axe Ali Bandeng Kiliba dans le 1er arrondissement de la commune de Libreville avancent progressivement malgré les difficultés rencontrées sur le terrain par la société commise à la tâche. Il faut noter que la réhabilitation de cette route va permettre aux riverains de se déplacer en toute saison. Le reportage est de Freddy Bouvila.
Ce bruit est celui émis par les engins procédant actuellement aux travaux de réhabilitation de la route qui part d'Alibandeng au quartier Kiliba dans le premier arrondissement de la commune de Libreville. Les travaux sont exécutés par l'entreprise SGC. Prudence Modeste Nyangui, responsable du chantier. Nous sommes là pour les travaux de pavage. Là, présentement, on a d'abord commencé l'assainissement, donc la réalisation des ouvrages. Après cela, on va passer au terrassement et après réaliser les pavés. C'est une voie de 6 mètres de largeur. Le linéaire total fait 960 mètres. De part et d'autre, on a les différents ouvrages, notamment les caniveaux, les murs de soutènement, les trottoirs. Le chantier avance, mais connaît néanmoins des perturbations. Il y a des terrains qui ont été morcelés, des riverains qui se plaignent par rapport à l'indemnisation. On a aussi rencontré une difficulté par rapport à la conduite de la SEG qui nous a posé obstacle pendant une période d'1 mois. On n'a pas réalisé les travaux parce qu'il fallait riper la conduite afin de réaliser les ouvrages. Selon les responsables de la société SGC, les travaux seraient à 33% déjà réalisés. Malgré ce record, certains habitants restent tout de même sceptiques quant à l'aboutissement de ce chantier. Nous sommes en joie. Notre prière, c'est que ça se termine comme ça a commencé. On fait confiance à l'État, comme d'habitude. Je suis très content. Lorsqu'ils ont commencé par faire la route, je suis très satisfait. Ça nous arrange parce que déjà, un bon bout de temps pour venir ici. Déjà, quand tu proposes un taxi, ils refusent. J'espère que les finitions, on aura facilement les taxis. Ça nous arrange. On a hâte que ça se termine, c'est tout. Parce que déjà, on a beaucoup attendu. Donc, on est partagé entre la joie que ça se termine, les remerciements généraux quand la route sera terminée. Débuté le 19 janvier dernier, cette voie pourrait être livrée en juin prochain. « 13h16 à Libreville, l'interdiction à la commercialisation des objets en pierre de Bigou dans les marchés artisanaux de Libreville, annoncée par le ministre du Commerce des petites et moyennes entreprises. Une décision acclamée par le président de la COPAM, coopérative des produits artisanaux de Bigou, ont été appelés à réguler ce secteur en plein essor. Le reportage de Wanita Hatsam. Faire de la coopérative des produits artisanaux de Bigou, COPAM, une centrale d'achat, c'est l'objectif visé par l'interdiction de la commercialisation des objets à base de pierre de Bigou dans les marchés artisanaux de Libreville. Cette décision prise par le ministre du Commerce des petites et moyennes entreprises et de l'industrie, Hugues Madia Badinga, a été bien accueillie par le président de la COPAM qui voit en cette décision une revalorisation de la structure dont il a la charge. Olivier Toloba, président de la COPAM. Le ministre a souhaité que cet état de fait ne soit plus fait de la même manière qu'elle se faisait à l'époque. Les artisans partaient d'autres lieux, d'autres ateliers, ils allaient brader, ils vendaient à de vil prix certains objets et le ministre a dit il faut que ça s'arrête. La COPAM doit avoir l'exclusivité de la vente de la pierre de Bigou. Installés le 10 mars dernier, les nouveaux dirigeants de cette coopérative ont une lourde charge, celle de réguler le secteur. Il faut avouer que la pandémie du coronavirus a bloqué un certain nombre de choses, notamment l'entrée des visiteurs, ou on peut encore appeler des touristes sur notre sol. Nous sommes en train de voir comment est-ce que, avec certains partenaires, nous pouvons booster l'activité. Donc nous sommes dans la préparation de la redynamisation des activités au niveau de la COPAM. Depuis le début de la pandémie du coronavirus, les commandes des objets de la COPAM sont au rabais. Les recettes journalières ont largement chuté, explique le président. Avant Corona, on avait des chiffres d'affaires qui allaient de 300, 400 000 quelquefois la journée. C'est très compliqué. À peine on atteint 100 000 francs journée. Gageant que les activités reprennent dans ce secteur artisanal. Le département situé dans la province de l'Ogooué-Maritime a servi de cadre au lancement des travaux de réhabilitation des forages. Ces travaux lancés par le gouvernement avec l'appui de la Banque mondiale va permettre d'installer de l'eau potable dans plusieurs villages de l'Ogooué-Maritime. Achille Mwanda Moussoti. Ce sont au total 7 villages du département de Benje concernés par ces travaux. Dans cette série, c'est le village Isenga où vivent 200 personnes qui a ouvert le bal. Il s'agit de réhabiliter un forage construit fin des années 90, début 2000. Cela passe entre autres par la sécurisation du château d'eau et des panneaux solaires, la mise en place d'un kit de traitement d'eau et l'extension du réseau. Une initiative gouvernementale qui suscite déjà de l'espoir. Roger Maïkou, chef de village Isenga.
Pour nous, ça nous fait plaisir parce que c'est des moments qu'on a entendus depuis. Vous voyez ce lac-là, ça tarit. C'est la boue en saison sèche. Une lueur d'espoir également pour la centaine d'habitants du regroupement de village Paguelou où l'entreprise adjudicataire, pendant 1 ou 2 mois, ressoufflera notamment le forage existant et le nettoyera avant de le rééquiper en le dotant d'une pompe. Refaire la tuyauterie ainsi que placer les bornes fontaines dans plusieurs coins de la localité afin de faciliter la distribution de l'eau aux populations, surtout aux personnes du 3e âge. Le chef, Patrice Nziengi, a cœur ouvert. En saison sèche ici, on a pénurie. On ne peut pas trouver de l'eau ici. Mais à travers ce château-là, au moins, ça nous soulage. Ça, c'est la bonne politique. Suivez, nous on a besoin de l'eau. Avant la santé, c'est l'eau d'abord. J'ai l'espoir que cela aboutira. Sur la préoccupation de l'auxiliaire de commandement lié à l'emploi des personnes établies localement, l'entreprise adjudicataire promet un transfert de compétences. Un de ses responsables, Mesme Agaï Komlan. On va les former pour qu'au cas où il y a un petit souci, ils puissent se régler ici, il y a une vanne qui est fermée ou bien un robinet. On n'a pas besoin de nous appeler depuis Libreville. Sur place, on peut dire, bon, fais ça, ou bien achète ça, remplace ceci, mets le raccord là, et puis c'est fini. Donc la personne doit être motivée, nous suivre. Bien sûr, il sera rémunéré parce que c'est l'un des journaliers que nous allons prendre pour travailler avec nous. Quelqu'un qui est du village, qui reste au village. Les techniciens du ministère de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, ceux de la Commission nationale des TPE et de la Banque mondiale se rendent ce mercredi dans les villages du canton Ogoué. Sur place, au lac Anengue pour Radio Gabon, la référence, Achille Mwandamoussoti. Honorine Zebite, la présidente du réseau des femmes leaders d'Afrique, séjourne actuellement à Tchibanga, chef-lieu de la province de la Nyanga. Disons que l'objectif de cette visite de 3 jours est d'inciter les femmes au leadership. Annie-Flore Ndébi fait le point. En tournée nationale à travers le pays, le réseau des femmes leaders d'Afrique, en abrégé Aouline Gabon, dont la présidente est Honorine Nzebitege, est arrivée à Tchibanga. Le but de son séjour ninois est décliné ici par la chargée en communication Mariette Raïssa Kombila. Nous sommes aujourd'hui à Tchibanga pour le déploiement de Aouline dans les 9 provinces du Gabon. Aouline est une organisation non gouvernementale qui a pour objectif d'impulser les femmes vers le leadership. Tout simplement, donc pour la première journée à Tchibanga, nous avons procédé à la formation des femmes qui ont répondu présentes au leadership féminin en politique, dans l'entrepreneuriat et dans divers secteurs. Le but est que la femme ninoise excelle dans tous les domaines. Au programme des activités menées pendant 3 jours, des formations sur plusieurs modules, à savoir le leadership, les violences basées sur le genre et la Covid-19. L'objectif étant d'amener les femmes à devenir des chefs d'entreprise et entrepreneurs, et cela passe par une meilleure santé physique, économique et psychologique. Or, plusieurs femmes subissent des violences dans leur ménage qui les empêchent de produire, j'allais dire, à ne plus participer efficacement au développement du pays. Aouline a été créé en 2017 à New York. Le réseau des femmes leaders d'Afrique est un mouvement inédit des femmes africaines en position de leadership. Il ambitionne de servir de vecteur à une mobilisation accrue des femmes dans différents domaines. Il est à noter que Aouline a désormais un point focal dans la province en la personne de Sabine Matiendi, installée officiellement par Mesdames Mariette Raïssa Kombila et Maître Fatou Mavioga, membre du dit réseau. De Tchibanga pour Radio Gabon, la référence Annie-Flore Ndébi. Et de l'autre côté, dans le département de la Lombo-Boué-Guidi, le nouveau préfet installé dans ses fonctions. L'événement a eu lieu à Pana en présence du gouverneur de province. Les détails avec Bertille Mouileta-Lamanti. Installé au cours d'une cérémonie solennelle présidée par Jean Bosco Singabani, le gouverneur de la province de Logololo, Frédéric Kopa, est désormais le nouveau préfet du département de la Lombo-Bouingidi. Il remplace à ce poste Dieu merci Mouidi Ayunouin, décédé il y a quelques mois. Dans son adresse de bienvenue, le maire de la commune de Pana a rendu un vibrant hommage aux disparus. Sosten Dala. Aussitôt installé, celui s'est rapidement fait remarquer par son enthousiasme, sa âme et sa détermination à faire dérouler le pouvoir de l'État dans son unité. Après le geste symbolique d'installation effectué par le gouverneur de province, le préfet entrant a précisé qu'il sera à l'écoute pour relever les principaux défis. Frédéric Kopa. Je ne ménagerai aucun effort pour mériter davantage la confiance placée en ma personne. C'est donc avec beaucoup d'humilité que je prends l'engagement solennel de créer un environnement propice au travail, de répondre efficacement aux exigences de la fonction
dans le strict respect des lois et règlements en vigueur en République gabonaise. Je viens avec le désir et la volonté de travailler avec tout le monde. Une volonté basée sur le dialogue, la concertation, le consensus, la rigueur, la discipline, l'abnégation, la franchise, l'ardeur au travail et le respect de la chose publique. Le préfet étant le dépositaire de l'État, le gouverneur lui a rappelé ses missions. Jean Bosco à Singabani. Le préfet veille à l'application des lois et règlements et exerce son action dans le cadre de la politique définie par le gouvernement. Il est le responsable du maintien de l'ordre public dans le ressort de sa circonscription. Le préfet est le représentant du gouvernement dans le département, aussi bien dans les rapports avec les responsables politiques que les élus locaux. Il dirige, anime et coordonne le fonctionnement de tous les services du département. Les fonctionnaires et agents des services techniques et les chefs des unités de gendarmerie en service dans le département sont tenus de fournir au préfet tout renseignement que celui-ci juge utile, à l'exception des enquêtes judiciaires et des dossiers médicaux individuels. Précédemment secrétaire général de préfecture depuis 2011, Frédéric Kopa est un habitué de la gestion des hommes et a de ce fait une expérience avérée de l'exécution des tâches administratives. Depuis Pana pour le camp de Radio Gabon, Bertimulé Talamanti. Lise Bonangoro, bonjour. Bonjour Elda Nelly Kumba. Avec vous les nouvelles heures du Gabon. Au Congo-Brazzaville, le vote anticipé des militaires ne fait pas l'unanimité. La présidentielle a lieu le 21 mars, mais les forces de défense et de sécurité sont convoquées aux urnes ce mercredi 17 mars. Il s'agit d'un vote par anticipation et une première expérience que le pays tente. Pour les autorités, ce vote doit permettre de gagner en temps, car la force publique ne s'occupera plus que la sécurisation du scrutin du jour J. L'opposition et la société civile y voient plutôt une occasion pour créer une fraude. Et en Côte d'Ivoire, journée d'hommage à Ahmed Bakayoko ce mercredi. Le pays qui perd son deuxième chef de gouvernement en 8 mois, Ahmed Bakayoko sera inhumé à Séguéla dans le nord-ouest vendredi. Et c'est la page des sports de ce journal et nous accueillons Chivarol Mokumonkulo. Bonjour. Bonjour Vibriant. Nous parlons d'abord football. Plusieurs clubs européens ont annoncé qu'ils ne laisseront pas partir leurs joueurs africains disputer les 2 dernières journées des éliminatoires de la CAN 2021. En raison de la pandémie de la Covid-19 qui sévit actuellement, plusieurs clubs français et anglais refusent de libérer leurs joueurs pour disputer les 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN prévues du 21 au 31 mars. Une circulaire de la FIFA les y autorise. Cette situation inquiète et agace le sélectionneur des Panthères du Gabon, Patrice Neveu, que nous écoutons. Par rapport aux événements, par rapport à la pandémie et par rapport aux dispositions qui vont être prises, les joueurs, ils ont tous la volonté de vouloir venir au rassemblement. Après, il s'avère qu'il y a une réunion avec les présidents de fédération et la FIFA afin de prendre des dispositions pour que tous les joueurs puissent se libérer. C'est vrai que ces derniers jours ont été un peu compliqués dans le sens où vous avez vu dans la presse comme moi, l'entraîneur de Metz et l'entraîneur de Rennes et autres, surtout Metz qui refusait de libérer ses joueurs. Mais je sais que derrière il y a eu une réaction de la FIFA. Donc j'espère qu'on va vers quelque chose de positif, quoi. Pour le moment, il y a lieu de rester serein. La Fédération gabonaise de football annonce qu'elle va affréter un vol spécial pour récupérer les joueurs gabonais évoluant en Europe. Le Gabon veut à travers cette démarche offrir toutes les conditions de sécurité sanitaire aux joueurs évoluant en Europe. Le Gabon a besoin de tous ces joueurs pour venir à bout des léopards de la RDC. Et en karaté, le 20 mars prochain se tiendra l'Assemblée générale élective de la Fédération gabonaise de karaté et arts martiaux affinitaires. 2 candidats sont en course pour un fauteuil. Il s'agit du président sortant, Gilles Bertrand Onganja et maître Jean-René Akogé. Cette élection s'annonce rude en raison du bilan jugé négatif du président Gilles Bertrand Onganja. Écoutons maître Raymond Obamsima. Il est président de l'Association gabonaise des arts martiaux.
pendant 4 ans. Il ne s'est rien passé au niveau fédéral. Bilan 0. Et je ne le dis pas parce que je suis contre. J'ai dit tout à l'heure, chiffrons les compétitions statutaires, Coupe nationale, championnat national. Chiffrons en 4 ans combien il y a eu. On enlève la période Covid de 2020. Allons-y, de 2017 à 2019. Combien il y en a eu? C'est 0. Donc, c'est pas moi qui dis que c'est 0. C'est les résultats qui montrent que c'est 0. Vous êtes en quelque sorte un 0 du caractère. Je suis en train de dire que quand vous avez eu 0, ne revenez pas. Laissez la place à d'autres qui vont faire. Et quand on le dit, on me suspecte d'être candidat, mais je n'ai pas honte de dire que je suis candidat. Si j'étais candidat, je le dirais. Et j'ai mon projet avec moi. J'ai mes faits d'âme, mon vécu qui montre que je peux le faire. Si je suis candidat, en quelque sorte un Robin des Bois. Je suis en train de dire que il faut respecter les règles du jeu. Vous n'avez pas été capable de travailler pendant 4 ans. Vous dites que c'est du bénévolat et vous revenez. Le gouvernement, le ministère m'empêche de travailler parce qu'il ne me donne pas les moyens. Et je souffre ici, c'est du bénévolat. Et puis dès qu'on refait les élections, au lieu de dire bon, ça va, je m'en lave les mains, vous revenez. Et tellement vous voulez revenir que vous forcez les portes, vous enfoncez les portes. Vous faites des élections irrégulières dans tout le pays. Et vous voulez dire que je veux revenir alors que vous n'avez rien fait. Je dis non, on ne peut pas continuer. Maître, sur le plan statutaire, on est complètement à la... Chivarol Mokimokulu, les autres nouvelles de sport au pas de course. La 4e journée de la phase de groupe de la Ligue des champions africains s'est disputée hier. Le club sud-africain de Mamelodi a battu le tout-puissant Mazembe 1-0. Match nul de 0 but partout entre le Wydad Casablanca et Oraya. L'Espérance de Tunis est imposé 1-0 face aux Zamalek. Le tenant du titre Al Ahly est venu à bout du Vita Club 3-0. À l'issue de cette 4e journée, 3 clubs se sont déjà emparés des billets pour les quarts de finale. Il s'agit de l'Espérance Tunis, de Mamelodi et de Wydad Casablanca. Tandis que le petit poussé sénégalais du Tengue FC a officiellement été éliminé. Les 8e de finale retour de la Ligue des champions européennes ont débuté hier. Le Real Madrid a battu l'Atlanta Bergame 3-1. Après 2 éliminations consécutives en 8e de finale, les Madrilènes se sont qualifiés pour les quarts de finale. Manchester City a également validé son billet pour les quarts de finale après sa victoire 2-0 face au club allemand de Mönchengladbach. Les 8e de finale se poursuivent aujourd'hui à 21h. Chelsea reçoit l'Atlético de Madrid. À l'aller, les Anglais avaient battu les Espagnols 1-0. Le champion en titre, le Bayern de Munich, va croiser la Lazio de Rome. Les Bavarois s'étaient largement imposés à l'aller 4-1. Il faudrait donc un miracle à la Lazio pour décrocher son billet pour les quarts. Merci Chivarol Mokumonkulu pour ces nouvelles de sport. C'est la fin de cette édition d'information. Le rappel des titres. Plusieurs villages et districts de la province de l'Ogooué-Maritime seront bientôt pourvus en eau potable. Le gouvernement, avec l'appui financier de la Banque mondiale, a procédé au lancement hier des travaux de réhabilitation des forages dans le département de Mbendje. Lutte contre la Covid-19 au Gabon, le ministre de la Santé visite depuis hier la Libreville, les sites qui doivent servir de centre de vaccination contre cette pandémie. Les victimes de l'incendie du 13 mars dernier au quartier Nombakele dans le 3e arrondissement de Libreville demandent l'aide du gouvernement. Fried Tanguy Boubanga était à la mise en onde de cette édition d'information réalisée par Pierre-Désiré Mvelenam. Elda Nelly Kumba et Vibrion Aseko Olomo vous ont présenté votre 13h. À demain, à la même heure.